Donc, bonsoir à tout le monde. Je vous propose de démarrer notre dernier conseil municipal de l'année en espérant que tout le monde m'entend bien. Donc, on a déjà fait un bon galop d'essai au dernier conseil municipal qui s'est bien déroulé, je dirais, techniquement. Je vais procéder à l'appel et ce qui permettra à chacun de me dire s'il entend bien et je lui dirai si on l'entend bien dans ses réponses. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, on peut démarrer. Bienvenue à tout le monde. Et bienvenue à la presse qui est également connectée, ainsi qu'un certain nombre de taurois qui sont connectés en direct. Donc, l'appel, donc Bayon de Noyer présent. Mérigot Hélène. Présente. On t'entend très bien. Bresson Laurent a donné une procuration à Hélène Mérigot. Ah, pardon, à Florence Andrzejewski. Oui, présente. Oui, donc Florence Andrzejewski présente. John Brouet. John Brouet qui était là tout à l'heure. OK, donc on va attendre qu'il revienne. Eliane Gomez. Présente. Merci. Patrick Gay. Présent. Merci. Christiane David. Présente. Merci. Jean-François Leclerc qui a donné une procuration à Hélène Mérigot. Jean-François, tu nous entends peut-être? Oui. Je vous entends très bien. Donc présent. OK, la procuration n'a pas lieu. Christian Royer. Présent. Merci. Michel Raoux. Présent. Merci. Patrick Villon. Alors, Patrick, que j'ai eu cet après-midi, m'a dit qu'il serait présent. Donc, on va attendre qu'il se connecte. Sa santé va mieux. Voilà l'information que je peux vous donner. Chantal Vedel. Présente. Merci. Béatrice Dupuis. Présente. Merci. Lionel Gomez. Présent et je vous reçois fort et clair. Merci. Laetitia Paulet. Présente. Merci. Pereira Machado qui a donné sa procuration à Chantal Vedel. OK. Florian Jacquet. Présent. Merci. Laurent Rémy. Présent. Merci. Valérie Piasecki. Présente. Merci. Estelle Schneider. Présente. Merci. Marine Bouillin a donné sa procuration à Estelle Schneider. Serge Tatarenko. Présent. Merci. Chantal Sampéré. Présent. Merci. Alain Jean a donné sa procuration à Serge Tatarenko. Présent. Véronique Agoguet-Fernaillon. Alors, à préciser que si elle n'était pas là, elle donnait sa procuration à Chantal Sampéré. Donc, visiblement, elle n'est pas là ou elle ne nous entend pas. Donc, Madame Sampéré, vous acceptez la procuration? Madame Sampéré, vous acceptez la procuration? Oui. D'accord. Merci. Marc Giacomo. Présent. Merci. Stéphane Mathieu. Présent. Merci. Et Sandra Gualtieri. Présente.
Merci. Donc, merci à tous. John Brouet, est-ce qu'il est arrivé entre-temps? Oui, il est là, je vois. John Brouet. Merci. Donc, notre conseil municipal peut délibérer Allô? le quorum étant atteint. Oui, qui pose la question? Qui est-ce qui parle là? J'ai pas eu le son. Oui, c'est bien. Donc, Pardon, visiblement, il y a quelqu'un qui veut parler, mais qui ne peut pas s'exprimer. Oui, Madame Agoguet-Fernaillon. Voilà, présente. Le son a coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Plusieurs personnes ont parlé en même temps. Ça a coupé le son pour moi. Je suis là en tout cas. Merci. D'accord. Donc, on retire la procuration à Chantal Sampéré. Désolé, Madame Sampéré. Très bien. Alors, le premier point à l'ordre du jour, donc nous avons une séance de conseil municipal avec deux délibérations, dont une principale qui est le débat d'orientation budgétaire. Donc, préalablement, nous validons le compte-rendu de la dernière séance du conseil municipal du 24 novembre 2020. Avez-vous des remarques sur ce compte-rendu? Donc, je ne vois pas de main se lever. Donc, je vous propose sa validation. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 abstentions. Madame Agoguet, on ne vous voit pas, donc parlez pour dire ce que vous voulez faire. Je ne sais pas pourquoi vous ne me voyez pas. Abstention, mais pour Alain aussi. D'accord. 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstentions. D'accord. Donc, approuvé à la majorité. Je vous remercie. Ah, on vous voit maintenant, Madame Agoguet. Donc, le premier point traite des communications, des décisions du maire. Donc, nous en avons 22. Et sur les 22, il y en a 11 qui concernent la maison Ribéry, puisque nous sommes en phase finale et que nous avons un certain nombre donc d'avenants modificatifs de fin de chantier. Donc, avez-vous des questions à poser? Madame Agoguet, oui. Oui, donc je constate qu'il y a encore beaucoup d'avenants cette fois-ci. Et comme la dernière fois, je demande à ce qu'à chaque fois, on nous remette un tableau récapitulatif des budgets par projet avec les avenants en plus et en moins-value pour pouvoir suivre en temps réel l'évolution des budgets affectés au projet. Voilà. Parce que là, il y a 11 avenants effectivement pour la maison Ribéry. On sait plus trop où on en est du coût du projet. 2 pour les tennis couverts et 2 pour la maison des médecins. Donc, officiellement, je vous demande de nous envoyer les tableaux récapitulatifs des budgets. Et je fais tous mes commentaires dans la foulée, comme ça sera fait, vous pourrez répondre. Une observation sur la décision 97. On a bien noté le coût de la maintenance des caméras, 90 000 € par an, si je ne me trompe pas. Les 200 et quelques mille euros, c'est pour 3 ans. Donc, ça fait 80 200 par an. C'est beaucoup, on trouve, voilà, quand on connaît l'efficacité que ça a eu, par exemple, sur l'école des jardins. Voilà. Et concernant la décision 98, je voudrais qu'il nous soit possible également d'avoir un accès numérique à la Gazette des communes. Est-ce que c'est possible? Voilà, je vous remercie. Sur le dernier point, mais écoutez, je vous répondrai. Hein, je ne peux pas vous répondre comme ça, mais on vous répondra. En ce qui concerne les vidéos, les caméras, chaque fois qu'on en parle, c'est sûr que ça ne convient pas. Alors bon, je ne vais pas m'appesantir sur votre remarque. En ce qui concerne les avenants, je vous précise quand même que chaque avenant modificatif sur les lots précise la valeur qui a été arrêtée au moment du marché, de la passation de marché, et la modification avec l'écart tel qu'il a été enregistré. Donc voilà. Bon,
je ne sais pas s'il faut alourdir les dossiers administratifs. Je suis plutôt, moi, pour les alléger et non pas les alourdir. Je vous ai donné la parole. Merci. Oui, les alléger, ça ne veut pas dire tronquer l'information. Nous, ce qu'on veut, les avenants, ils sont régulièrement, vous pouvez mettre le coût initial, mais à chaque fois, il y a des avenants, donc tout change. Alors, si vous ne voulez pas le mettre dans la délibération, enfin dans les décisions, admettons, mais à ce moment-là, que vous nous envoyez les tableaux récapitulatifs à l'instant T, quoi. Mais sans pour autant les mettre dans le rapport des décisions, effectivement, parce que ça alourdirait, mais au moins qu'on soit au courant en temps réel des évolutions. J'ai noté votre question. Serge Tatarenko, vous avez une question? Oui, pour revenir sur les caméras, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la part de l'extension et quelle est la part de la maintenance dans les 210 000 € prévus dans le marché pour les 3 ans à venir? Bon. En ce qui concerne l'investissement prévisionnel, il est de 46 000 € et on n'est pas dans un budget là, hein, je tiens à le dire. Prévisionnel, il est de 46 000 € et comment dirais-je, des aspects de maintenance, renouvellement de matériel est à 70 000 €. Avez-vous d'autres questions à poser sur les décisions du maire? Donc, je vous remercie. Merci bien. Donc, nous passons à la première délibération qui traite donc de l'autorisation donnée à Valise Habitat afin de déposer une demande de permis de démolir dans un premier temps et une demande de permis de construire sur les terrains communaux des anciens foyers et logements qui sont situés place de Verdun. Et c'est John Brouet qui nous la présente. Merci, John. Merci, monsieur le maire. Alors, l'exposé des motifs, depuis plusieurs années, l'ensemble de bâtiments situés place de Verdun constituait l'ancien foyer logement et de l'ancienne cuisine de l'EHPAD et désaffectés. Le bailleur social Valise Habitat et la commune du Thor possèdent chacun une partie de ce patrimoine. La commune du Thor est propriétaire des parcelles cadastrées, section AC 1016, 1018, 35, 36, 37, 48, 49, sur lesquelles a été édifiée une partie des anciens foyers logements, dont la cuisine et l'arrière-cuisine. La parcelle cadastrée section AC 1015 est actuellement en copropriété entre la commune et Valise Habitat. Ces bâtiments sont difficilement réhabitables et ne présentent pas d'intérêt architectural. La société Valise Habitat envisage prochainement de démolir cet ensemble immobilier afin d'y réaliser une opération de construction de 30 logements sociaux. Pour ce faire, les parties figurées en bleu sur le plan ainsi annexé, donc les parcelles A, C, E, G, I, O, N, U et la partie de la parcelle AC 1015 en copropriété appartenant à la commune, seront cédées à Valise Habitat. La superficie représente 1735 m². Les conditions de cession seront présentées et débattues lors de ce conseil municipal. La commune du Thor est carencée en logements locatifs sociaux. Cette opération contribuera à atteindre ses objectifs de rattrapage. La société Valise Habitat envisage de déposer une demande de permis de démolir et une demande de permis de construire d'ici fin décembre de cette année. Une partie des terrains côté ouest de l'îlot appartenant à Valise Habitat sera rétrocédée à la commune, qui aménagera des stationnements et un espace vert public. Le permis de démolir sera déposé par Valise Habitat sur l'ensemble des parcelles de l'îlot appartenant à Valise Habitat et à la commune. Le permis de construire sera déposé par Valise Habitat sur leur future unité foncière, figurée en traits rouges sur les mêmes plans annexés.
Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le représentant de la société Valis Habitat à déposer une demande de permis de démolir et une demande de permis de construire pour la réalisation de 30 logements locatifs sociaux sur la parcelle cadastrée que je vous ai évoquée, appartenant à la commune du Thor. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci de cette présentation. Y a-t-il des questions? Donc, oui, Madame Agoguet, je vous en prie, vous avez la parole. Oui, merci. Juste, à quel moment seront réalisés les travaux de démolition et de construction pour une livraison prévue quand? Enfin, j'imagine que ce n'est pas demain, mais bon, est-ce que vous avez une idée? Alors, les travaux devraient démarrer au mois de septembre prochain, 2021. Et ensuite, ils ont, je pense, bien 2 ans de travaux. Donc, ça veut dire, ça serait plutôt 2023, fin de l'année 2023 pour une réception des 30 logements. Le temps qu'ils déposent leur permis de construire, on est en proximité de bâtiments protégés, donc le délai de 6 mois sera largement tenu. Donc, s'ils obtiennent leur permis le 30 juin, ça sera bien pour un démarrage des travaux en septembre prochain. Avez-vous d'autres questions? Donc, merci. Je vous propose donc d'en délibérer, de décider d'autoriser le représentant de la société Valis Habitat à déposer une demande de permis de démolir et une demande de permis de construire pour la réalisation de 30 logements locatifs sociaux sur la parcelle cadastrée AC 1015 en copropriété et sur les parcelles cadastrées AC 1016, 18, 35, 36, 37, 48 et 49 qui appartiennent à la commune du Thor. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Alors, pardon, y a-t-il des abstentions? 1, 2, 3 abstentions. Des oppositions? Donc, 3 abstentions, pas d'opposition, adopté à la majorité. Je vous remercie. Donc, nous passons à la délibération suivante qui traite du débat d'orientation budgétaire et nous nous sommes répartis la présentation avec Patrick Gué, que je remercie. Donc, plus que jamais, je pense qu'il faut poser la problématique je dirais, de l'espace dans lequel nous opérons, à savoir que le contexte national est extrêmement prégnant et il faut bien que nous le considérions avant de pouvoir débattre et poser un budget qui nous mènerait sur l'année 2021. Donc, comme vous le savez, l'année 2020 a été complètement bouleversée par la crise sanitaire et l'apparition donc du Covid en début d'année. Et à aujourd'hui, ce dossier est toujours prégnant et nous pensons que pour les mois qui viennent, il restera également très prégnant. Donc ça veut dire que l'État a été amené à prendre un certain nombre de décisions au travers de la baisse très significative de sa production industrielle. Je rappelle, et nous l'avons rappelé, que le PIB a baissé de 13,8% au deuxième trimestre et 5,9% au dernier trimestre. C'est du jamais vu depuis la dernière guerre. Et de façon parallèle, nous assistons à un vrai ralentissement de l'activité des entreprises. Donc, ceci n'est pas du tout neutre par rapport à notre problématique de communes, puisque les recettes que nous percevons proviennent en grande partie des particuliers, et ces particuliers sont des salariés qui eux-mêmes sont impactés par la crise, donc, et proviennent également de l'État, et l'État, comme vous le savez, est très impacté par la crise.
Donc, nous insistons sur ce point et c'est pour ça que nous avons souhaité faire des développements assez significatifs dans notre débat d'orientation budgétaire, parce que il ne faudrait surtout pas qu'on se donne l'illusion, les communes, je ne dis pas spécialement la nôtre, mais les communes, d'être dans un îlot de sécurité par rapport à un environnement qui est extrêmement fluctuant et mobile, que ce soit les entreprises ou que ce soit l'État. Car les effets systémiques arriveront un jour sur les communes. Donc, il faut absolument que nous puissions nous préparer. Donc, ces derniers mois de 2020 sont complexes et ils sont vraiment placés sous le signe de la très grande incertitude et les premiers mois de 2021 vont être à peu près identiques. Et tant qu'on n'aura pas vu les effets positifs de la vaccination, je pense que nous resterons dans ce type d'attitude. Et dans le même temps, on s'est aperçu que l'État a pu s'affranchir de ses principales contraintes financières. C'est-à-dire que le budget de l'État a explosé, et ceci de façon à pouvoir sauvegarder l'économie, alors que nous continuons à être astreints aux règles de gestion rigoureuses sur lesquelles il n'y a eu aucune modification. Donc, notre commune, c'est le premier, je dirais, engagement que nous prenons, c'est qu'en dépit des perturbations actuelles et à venir, notre commune s'efforcera vraiment de respecter ces règles qui sont garantes de notre autonomie. Donc, nos deux mots-clés pour l'année 2021 sont prudence et vigilance. J'affirme également immédiatement que nous resterons très réactifs et intervenants pour lutter contre la pandémie. Et tout ce qui pourra être en appui auprès des taurois sera privilégié. Donc, je le cite rapidement, mais la distribution des masques, la mise en place de cabinets médicaux si c'est nécessaire, comme nous l'avons déjà fait, d'assistance psychologique temporaire, la création et le maintien du centre de dépistage Covid-19 avec des tests antigéniques qui fonctionnent actuellement. Donc, nous maintiendrons la totalité de ces activités. Et puis enfin, la livraison durant le premier trimestre de 2021 de la Maison des médecins avec des bâtiments qui sont adaptés et une équipe médicale qui est venue se déplacer sur la commune tout récemment, le 11 décembre dernier, et qui sera donc ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 22h tous les jours. Enfin, notre commune, pour ce qui la concerne, s'efforcera de développer le télétravail après avoir mis un organigramme modifié et qui est adapté. Et donc, il vous sera présenté tout à l'heure. Donc, n'oublions pas que le financement aujourd'hui de l'endettement de l'État a été assuré par un endettement considérable, puisque aujourd'hui, c'est 117,5% du PIB et c'est un niveau record d'endettement pour la France qui est prévu dans le budget de l'année 2020. Et autre donnée qui est intéressante à connaître, c'est qu'aujourd'hui, la Banque de France emprunte à un taux négatif de moins 0,25%. Donc, il est sûr que cet endettement a aussi, il était nécessaire, il a été aussi encouragé par des taux d'intérêt négatifs, puisque la France emprunte aujourd'hui de façon négative. Si on devait le résumer, on peut dire que les règles habituelles de prudence de la gestion de l'État ont été complètement oubliées, puisque l'ensemble des chiffres prévisionnels estime un déficit à hauteur de 10,2% en 2020 et proche des 7% en 2021. Alors qu'avant, vous vous rappelez qu'il y avait la sacro-sainte règle des 3% et que la France se targuait même d'avoir fait moins de 3% sur l'exercice précédent. Tout ceci ne touchera pas notre commune, puisque les règles de gestion des collectivités territoriales n'ont pas changé.
Donc, nous avons une nécessité de présenter des budgets en équilibre, fonctionnement et investissement. L'endettement ne peut servir qu'exclusivement à l'investissement et en aucun cas au fonctionnement. Que l'épargne disponible que nous dégagerons en fin d'année doit être positive, c'est-à-dire c'est l'excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses qui doit couvrir au moins le remboursement du capital des emprunts qui figurent dans le budget d'investissement. Et que les règles qui régissent l'endettement sont précises et strictes et sont très suivies par les banques qui, bien évidemment, refusent de prêter si jamais ceci n'était pas respecté. Enfin, en dernier point, on précise que l'exercice à venir verra la réforme de la taxe d'habitation mise en œuvre de façon beaucoup plus complète avec son dispositif de compensation. Donc l'État s'est engagé à compenser la disparition de la taxe d'habitation au niveau de ce que nous avions atteint en 2017. Donc à partir de 2021, cette taxe sera remplacée par une part du foncier bâti qui est aujourd'hui perçue par le département. Donc le département, enfin l'État va reverser cette part à la commune avec une compensation dans le cas où cette collecte du département ne couvrirait pas la totalité du manque de recettes de la taxe d'habitation. Et pour ce qui concerne notre commune, bien que les chiffres ne soient pas finalisés définitivement, nous rappelons que ce manque sera d'environ 800 000 €. Donc ça veut dire que l'État sera amené à abonder au-delà des sommes qui seront prélevées sur la part reçue par le département. Donc ça, c'est un élément important et c'est en 2023 qu'il y aura une suppression intégrale de la taxe d'habitation, quel que soit le type d'habitation. Donc voilà ces éléments, je veux dire, un peu de contexte national qu'il faut avoir en regard, sachant que ce contexte peut être très fluctuant en fonction des événements qui arrivent. Donc rien n'est coulé dans le marbre et il faudra rester extrêmement souple. Donc je vais donner la parole à Patrick pour qu'il aborde le contexte local et les grandes orientations budgétaires. Patrick, je te remercie. Merci. Les grandes orientations budgétaires, elles découlent de la volonté de maîtriser la gestion courante en dégageant un excédent des recettes sur les dépenses et de poursuivre une politique d'investissement ambitieuse. Mais globalement, les grandes orientations budgétaires retenues pour 2020 restent valables pour 2021. S'y ajoute, comme le maire l'a dit, la volonté de la commune de suivi de réactivité vis-à-vis de l'évolution sanitaire et de respect réaffirmé des règles de prudence financière. Donc, nous voyons d'abord les orientations choisies en termes de recettes. En ce qui concerne la fiscalité, nous souhaitons maintenir les taux des impôts locaux, ne pas y toucher. L'augmentation unique depuis 6 ans intervenue en 2007 et répondant aux baisses des dotations de l'État devrait être suffisante en 2021. La commune bénéficie d'ailleurs de bases dynamiques dont l'évolution est prévue positive, plus 1,5% qui était retenu dans notre budget. La marge de manœuvre de la commune en matière d'influence sur les recettes a été fortement restreinte par la suppression de taxes d'habitation qui représentait 50% des recettes des impôts locaux. Donc la seule possibilité qui reste pour la commune pour faire varier ses taux d'imposition, c'est celui de la taxe foncière. Et pour des raisons d'équité, il est exclu d'opérer un quelconque relèvement du taux de la taxe foncière, au moins jusqu'à la disparition totale de la taxe d'habitation. Deuxième point, les concours financiers de l'État en seront en légère augmentation. Pour la préparation budgétaire 2021, l'hypothèse d'une augmentation de 2,6% des concours de l'État a été retenue en fonction des informations disponibles. En ce qui concerne les subventions, il s'agira comme d'habitude de maximiser l'apport de nos différents partenaires. Les partenaires sont associés dès le démarrage des projets afin de mieux répondre aux critères de financement qu'ils demandent. Pouvons d'ores et déjà affirmer que sur la totalité des projets significatifs, la part de financement par subvention se situera aux alentours de 30 à 40%. Et le maire nous a appris ce soir d'ailleurs que pour ce qui concerne la maison des médecins,
la subvention sera de 60%. Donc, c'est un taux très élevé. C'est le taux maximum que le maire a obtenu. Emprunt et endettement. Pour répondre aux besoins de financement des investissements, la commune a profité de l'opportunité de taux d'intérêt très faible. Son excellente santé financière pour souscrire historiquement quelques emprunts intéressants tout en maintenant un endettement raisonnable. Nous ne comptons pas faire appel à l'emprunt pour 2020. Il reste d'ailleurs que quelques jours. Nous ne souscrirons pas donc d'emprunt en 2020 et pour 2021, le recours à l'emprunt sera aussi faible que possible. Au total, les recettes de fonctionnement seront quasiment stables en 2021 par rapport à l'année précédente, plus 0,99%, donc un peu moins d'1%. Alors, les priorités pour 2020 en matière de dépenses maintenant. Première priorité, développer les logements sociaux. Le maire a rappelé que nous étions carencés, c'est-à-dire que c'est la préfecture qui nous met sous tutelle. Et nous chercherons à poursuivre la réduction de l'écart avec le taux réglementaire de 25% de logements sociaux. Ces réalisations concrètes depuis 2014, après une longue période de disette totale en matière de logements sociaux, et projets déjà lancés éloignent le spectre d'une hausse des pénalités de la loi SRU. Donc, nous allons éviter une augmentation des pénalités que nous impose la préfecture. Par ailleurs, l'appui aux structures de logements locatifs sociaux diminue la pénalité appliquée par l'État. En effet, toute dépense réalisée dans ce domaine vient en déduction du prélèvement 2 ans après. Donc, la réalisation de logements sociaux et les dépenses viennent en déduction des pénalités qui nous sont appliquées. Deuxième point, maintenir une politique active de gestion du patrimoine de la commune. Donc, il ne faudra pas hésiter à céder les propriétés pour financer les acquisitions nécessaires. Par exemple, en 2021, il est prévu la vente de la partie communale d'anciens foyers logements. On a parlé de la délibération précédente. Et par ailleurs, la cession d'un terrain pour y installer une maison de retraite privée et de logements sociaux. Cette cession permettra de financer intégralement la réalisation d'un parking et d'un nouveau boulodrome. Toutes ces opérations étaient déjà prévues en 2020. Donc, elles ont déjà été annoncées, elles ont été gelées en raison de la crise sanitaire. Donc, elles seront reprises en 2021. Par ailleurs, la sauvegarde et la protection des biens patrimoniaux seront privilégiées avec un maintien de la politique de restauration des remparts. Troisième point, maintenir un équilibre entre la culture et le sport. Donc, la réalisation de la médiathèque du côté culture permettra de rénover la maison Saint-Roch, projet attendu par les Taurois depuis de trop nombreuses années, qui correspond à une réelle attente. Par ailleurs, pour accompagner la croissance des associations sportives, la construction de 2 cours de tennis couverts a été commencée cet automne et c'est en cours de finalisation, devrait entrer en service en 2021, permettant ainsi de répondre à la légitime ambition du club de tennis. La construction d'une halle sportive sera étudiée en 2021 pour une réalisation en 2022, ce qui permettra de décongestionner le gymnase saturé au profit des autres associations. Enfin, la labellisation récente du Thor, tiers des Jeux 2024 par le Comité national olympique, sera mise à profit pour insuffler une culture encore plus forte du sport dans la commune. Quatrième point, poursuivre la politique sociale de soutien plus démunis aux personnes dans le besoin par l'intermédiaire du CCAS et des associations compétentes. Donc, le CCAS continue de se moderniser. L'entrée dans de nouveaux locaux en 2018 s'est suivie la mutualisation des services pilotes, mutualisation avec les services de la commune, donc direction générale, ressources humaines, finances. Parallèlement, le CCAS a renforcé son équipe administrative avec une coordinatrice et dernièrement le recrutement d'un nouvel agent administratif au sein du service d'aide et d'accompagnement à domicile, le SAD. La modernisation se poursuit en 2021 avec la mise en route de la télégestion au sein du SAD et la télétransmission des actes. Toutes ces actions vont donc dans le sens de l'accompagnement social des Taurois, qui sollicitent d'ailleurs de plus en plus le CCAS. Nous continuons à renforcer les actions d'embellissement de la ville, les espaces verts et le soutien à la biodiversité et affirmer un souci de s'insérer dans la promotion de la transition énergétique, la défense de l'environnement et du développement durable. C'est un objectif qui reste très important pour nous. De nouvelles actions seront par exemple engagées pour obtenir une 3e libellule et participer au programme de protection des abeilles.
Le label API sera sollicité en relation étroite avec les apiculteurs taurois. Les actions ciblées seront engagées afin de les accompagner. Nous rappelons l'installation de 4 postes de recharge pour les véhicules électriques place du Chasselas. Elle fait partie d'un programme qui devra continuer à se développer. Les réalisations des travaux cœur de ville, les investissements en termes de végétalisation et de plantation d'arbres au centre-ville et une gestion plus cohérente de circulation automobile participeront activement à la défense de l'environnement. La prochaine étape à programmer en 2021 et suivante sera celle de la création de pistes cyclables. Enfin, le schéma directeur de traitement des eaux pluviales réalisé en 2019 et sa mise en œuvre permettront de mieux appréhender cette gestion dans le cadre de la défense de l'environnement. En termes de restauration scolaire et de l'EHPAD, un plan pluriannuel de passage progressif en alimentation bio sera développé avec concomitamment une réduction significative des gaspillages. Nous maintiendrons comme innové en 2020 le programme Un bébé égale un arbre, de façon à nous positionner en démarche pédagogique auprès des taurois. En fin de mandature, ce sont ainsi 450 arbres seront plantés sur la commune et plus de 600 taurois qui auront été associés à cette démarche de protection de l'environnement. Notre politique est donc basée sur des actions concrètes, multiples, positionnées en pédagogie vis-à-vis des taurois, sans déclaration incantatoire et abstraite. Nous passons maintenant à l'évolution des dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement augmenteront de 2,1%. Elles ont pu être contenues sur l'exercice passé, mais elles resteront encore largement consacrées au poste de dépenses de personnel qui augmentera de 3,5%. Le fonctionnement des services de la commune du Theur a en effet dû s'adapter à l'évolution démographique de la collectivité et de ses besoins. L'organigramme de la mairie a été modifié après approbation du comité technique de la collectivité. Nous passons ainsi d'une organisation en râteau à une organisation plus moderne et efficiente avec le regroupement des services au sein de pôles de services. Les recrutements viennent en remplacement des postes de direction des finances et du directeur du sport, enfance et jeunesse. Un nouveau poste est également créé au sein de la collectivité et celui de chargé de mission sociale jeunesse afin de répondre aux besoins d'action sociale en faveur des jeunes qui se trouvent en dehors du système. Donc ça, c'est pour les dépenses de fonctionnement. Les charges à caractère général connaissent une évolution de 1,4%. À noter que le budget de télécommunications est en sensible diminution grâce à la mutualisation d'accès Internet et téléphonie. Les subventions d'association sont maintenues quasiment à l'identique. La contribution à l'école de musique sera en diminution du fait de la réduction du nombre d'élèves inscrits du fait notamment de la crise sanitaire. La subvention au GCRS est maintenue au niveau de 2020. Les charges financières de la commune diminueront de près de 10% grâce aux très bonnes conditions de taux lors des contrats de prêt négociés en 2019 et à l'arrêt de tout nouvel endettement, au moins en 2021. Les recettes de fonctionnement étant pratiquement stables, moins de 1% de protection, l'excédent des recettes sur les dépenses de fonctionnement sera plus faible que les années passées, conduisant à réduire le virement à la section d'investissement. On passe d'un virement de 459 449 € au budget prévisionnel 2020 à 373 226 € au prévisionnel 2021. L'épargne brute, qui représente donc la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, s'inscrit en baisse de 10,3%. 752 088 € contre 838 159 €. Si on enlève le remboursement du capital de l'emprunt, on obtient l'épargne disponible, c'est-à-dire les crédits disponibles pour investir. Et le montant du capital à rembourser étant estimé à 730 000 €, notre épargne disponible en l'état actuel des prévisions sera d'environ 22 000 €. Toutefois, l'affectation du résultat 2020 permettra de conforter cette épargne disponible. L'évolution constatée avant cette imputation doit toutefois inciter à une surveillance attentive des dépenses. Effectivement, notre épargne disponible diminue, il faut donc faire attention. C'est bien l'intention de la commune. Comme indiqué dans le chapitre Grandes orientations budgétaires, le respect des règles financières demeure un impératif.
Je voudrais terminer en citant, pour montrer bien la tension qui pèse sur les élus, sur les maires et en particulier sur le nôtre, une formule de Henry Kissinger qui disait récemment, pendant sa période d'activité plutôt, il n'y aura pas de crise la semaine prochaine, mon agenda est déjà plein. Voilà. Je passe maintenant la parole au maire qui va nous parler des évolutions des dépenses d'investissement et le besoin de financement. Merci. Merci Patrick. Oui, alors en ce qui concerne l'investissement, qui est le deuxième budget de notre commune, donc on veut souligner en premier le lancement du budget participatif, puisque l'année 2021 verra vraiment l'engagement fort de la municipalité et le budget qui rentrera dans sa phase tout à fait concrète. Donc, je rappelle que grâce à ce budget, les taurois et les tauroises pourront proposer leurs projets et les soumettre au vote de tous les citoyens. Cette procédure novatrice prendra la forme d'une opération d'investissement qui sera créée au budget primitif de 2021. Toutefois, elle sera dotée d'une enveloppe de 250 000 € qu'à partir de l'exercice 2022, puisque la réalisation des dépenses sera effective en 2022. Pour 2021, cette opération n'induira que des frais limités en termes d'organisation et de logistique. Donc, on rappelle que le budget participatif a été présenté au dernier conseil municipal, qui figure dans son compte-rendu, et que depuis, nous avons réuni le comité participatif avec l'accueil des 14 membres qui en font partie. Donc, ce comité s'est très bien déroulé dans un bon esprit et avec une véritable volonté de faire avancer les choses positivement. Donc, pour ce qui concerne les dépenses autres du budget d'investissement, par rapport au budget initial de 2020, nous pensons inscrire dans notre budget 2021 une baisse d'environ 30% de la masse d'investissement. Certains investissements sont gelés ou retardés en 2020, seront repris bien sûr sur 2021. Notamment, on peut lister un peu par opération. En voirie, de façon assez traditionnelle, nous investirons 255 000 €. Pour l'opération Beffroi-Rempart, qui était une opération reportée, 48 000 €. Pour l'opération aménagement du cœur de ville, 1 976 000 €. Peut-être un peu moins si notre résultat d'appel d'offres nous donne des chiffres inférieurs. La réalisation du boulodrome, ça sera la MOE pour 44 000 € avec la réalisation donc du transfert de l'actuel boulodrome afin de libérer là où il est installé pour la réalisation d'une place dans les années futures. La construction d'une halle sportive avec l'investissement de la MOE pour 29 000 €. Le service festivité, donc l'équipe municipale souhaite soutenir ce secteur en acquérant un chalet en bois et une buvette pour 12 500 €. Il est également prévu l'acquisition d'un podium de 64 mètres carrés pour un montant de 13 500 €. De plus, des illuminations supplémentaires vont être acquises pour 13 000 €. Et je pense que tout le monde a pu apprécier les illuminations de cette fin d'année. Le total des festivités s'élèvera à 46 500 €. En vidéoprotection, 37 000 avec la mise en place de nouvelles caméras. La médiathèque, le lancement de la maîtrise d'œuvre pour 140 000 €. Et l'opération maison des médecins avec la création d'un 4e cabinet par rapport à ce qui avait été prévu, une salle de petite opération qui ont été intégrées au projet et donc qui nécessite un montant supplémentaire de 96 000 € voté en octobre. La livraison doit intervenir au printemps 2021. Et Patrick a précisé tout à l'heure que nous avons reçu ce matin de la préfecture une décision favorable pour une subvention de 61% du montant global, ce qui est le maximum des taux de subvention sur cette dotation spéciale d'investissement. Par ailleurs, on poursuit notre engagement pour le maintien en état et la rénovation du patrimoine bâti, avec notamment le lancement des études pour la réfection des façades les plus abîmées de l'église. Et donc, nous inscrirons une somme de 47 000 €. Au niveau sportif,
Nous avons engagé la construction de 2 courts de tennis couverts dont les travaux sont en cours et devraient permettre une mise en service très rapidement, à la fin du premier trimestre ou au tout début du trimestre suivant. Et les études liées au projet de construction d'une halle sportive pour décharger le gymnase et offrir plus de créneaux aux associations sportives démarreront en tout début d'année. En 2021, plusieurs projets de réalisation de logements sociaux seront engagés. La commune soutiendra ces projets. Les dépenses réalisées dans ce domaine viendront en diminution du prélèvement 2023 et favoriseront la diminution de notre pénalité. Les logements prévus sont Pouvarel, Les Colombes, Le Lys. Mais nous avons également d'autres dossiers qui sont en train d'avancer. Ces livraisons devraient permettre de servir l'ensemble des taureaux actuellement en attente de logements sociaux et le chiffre est aujourd'hui de 80. Le besoin de financement et le niveau de l'endettement. Les recettes propres, 2 100 000 € hors emprunt budgétaire, couvrent très largement le remboursement du capital des emprunts antérieurement souscrits, estimé à 730 000 € annuels. Le bouclage du budget d'investissement est assuré par un emprunt budgétaire théorique, et j'insiste sur le terme théorique, qui se monte actuellement à un peu plus de 2 100 000 €, qui est en baisse de 45% sur celui qui avait été programmé dans le budget 2020. Et nous n'avons pas eu recours à l'emprunt sur l'exercice 2020. Cet emprunt théorique sera revu suite à la reprise du résultat 2020 et en fonction de la réalité de l'engagement des projets. Il est probable, c'est une formule diplomatique, il est probable qu'il sera sensiblement réduit comme celui inscrit dans le budget 2020, qui n'a pas eu lieu. À la fin de 2020, l'endettement de la commune aura diminué par d'emprunts nouveaux et remboursement de 755 000 € en principal, se situant à un petit peu plus de 6 millions d'euros. La dette par habitant, 650 €, reste notablement inférieure à celle constatée dans des communes analogues de la strate, dont la moyenne est à 844 €. Donc, à la fin de l'année 2020, avec un emprunt théorique de 2 100 000 € et un remboursement en capital de 730 000 €, la dette pourrait atteindre un maximum de 7,8 millions d'euros, la dette par habitant restant également inférieure à la moyenne des communes comparables. Donc voilà, et je rajoute que certainement le recours à l'emprunt, s'il a lieu, sera très inférieur aux 2 100 000 €. Donc on vous a donné un certain nombre de documents complémentaires pour illustrer ce débat d'orientation budgétaire qu'on a remis en annexe. Et bien sûr, je précise qu'on n'est pas sur un budget, on est sur un débat d'orientation budgétaire et que la totalité du budget détaillé sera fournie au conseil municipal de fin janvier, puisque c'est là qu'est prévu de voter le budget. Donc je vous remercie et je vous prie de bien vouloir en débattre. Avez-vous des... Pardon, Monsieur Tatarenko, oui, vous avez levé la main, je vous donne la parole. Oui, bonjour à tous. Bon, c'est pas l'exercice que je préfère, mais je crois que le débat d'orientation budgétaire est tout de même très intéressant dans la mesure où on peut discuter de certains aspects des orientations budgétaires de la commune, bien entendu. Et c'est aussi l'occasion de rappeler des projets qui nous tiennent à cœur et que nous aimerions voir mener, ou que nous aurions pu mener à bien dans l'intérêt de la commune. Alors ce débat, comme vous l'avez bien rappelé, il a lieu dans un contexte particulier lié à la pandémie et ses conséquences, entre autres, sur le budget de la commune, et particulièrement le retard pris sur un certain nombre d'opérations d'équipement qui diminue le besoin d'un recours à l'emprunt, comme vous l'avez signalé d'ailleurs. D'une façon générale, s'il est construit logiquement, le document que nous avons eu, hein, c'est un peu plus clair à l'oral, à mon avis d'ailleurs. Et il manque souvent de chiffrage, même approximatif. Par exemple, sur les investissements à venir, très peu de chiffres sont donnés. Et il manque aussi de graphiques, comme vous nous y aviez habitués les années passées, qui pourraient aider à comprendre
l'évolution dans le temps des grandes masses, que ce soit les dépenses, les recettes de fonctionnement, l'évolution de l'endettement, ça vous l'avez montré à la fin, et les investissements. Donc, on manque un peu d'un support facilement exploitable. Bon, nous avons toutefois retenu un certain nombre d'éléments de ce document. Alors d'abord, le taux des impôts locaux, effectivement, ne variera pas en 2021, ce qui nous réjouit, mais il faut quand même souligner qu'avec un taux de 25% pour le foncier bâti, nous sommes déjà très au-dessus de la moyenne de la strate, qui est de 20,96%. La disparition progressive de la taxe d'habitation, elle sera compensée au niveau de son taux actuel de 18%, qui est le taux fixé en 2017, après une augmentation aussi importante des taux d'imposition. Et il se trouve au-dessus de la moyenne de la strate, qui est de 15,29%. Mais là, je dirais avec un peu d'humour, que c'est plutôt un avantage pour la commune que d'avoir augmenté les impôts fortement en 2017. Mais c'est quand même les taurois qui ont payé. Maintenant, ça sera différent. Alors, s'agissant des dépenses et des recettes de fonctionnement, l'absence de graphique donnant l'évolution donc de ces dépenses et recettes, comme je l'ai dit tout à l'heure, se fait cruellement sentir, je dirais. Seuls des pourcentages de variation de dépenses de recettes sont donnés. Et donc, difficile de s'y retrouver facilement. Il faut aller rechercher les chiffres globaux. Toujours est-il nous retenons qu'il est mentionné que les dépenses seront en hausse, conduisant à une baisse de l'épargne brute de 10,3%. Pas de précisions sont données sur les raisons d'ailleurs de cette hausse. Ceci conduit à une épargne disponible qui est voire très faible, de 22 000 euros. C'est-à-dire qu'elle est quasiment inexistante et à la limite inquiétante pour l'avenir si on y prend garde. Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, l'affectation des résultats, qui sont certainement excellents, mais dont l'estimation ici n'est pas précisée, alors que nous sommes fin décembre, permettra sans doute d'augmenter cette épargne disponible. Mais à terme, compte tenu du programme d'investissement annoncé lors de la campagne municipale et des études qui seront engagées dès 2021, il est à craindre une augmentation importante des dépenses de fonctionnement du fait, entre autres, des conséquences futures de ces investissements sur les charges de fonctionnement. On commence à voir un petit peu avec les caméras, puisqu'il y a 210 000 euros dans le marché qui vient d'être passé. Donc ceci, on l'espère pas, bien entendu, laisse craindre à terme, et peut-être pas dans un avenir si lointain, une hausse de la taxe foncière qui, comme vous l'avez bien fait remarquer, reste le seul levier utilisable. Alors, pour diminuer les dépenses de fonctionnement, le développement des logements sociaux est une priorité de la commune. C'est bien normal, ceci en vue de réduire la pénalité pour insuffisance de logements sociaux par rapport à la loi SRU. Mais il nous semble aussi important tout de même de rappeler que si l'on construit des logements sociaux, c'est avec le but, avant tout, d'offrir des logements accessibles à tous et de favoriser aussi la mixité sociale. En ce qui concerne les subventions aux associations, effectivement, n'augmentent pas, voire baissent légèrement, ce qui est un peu étonnant. Et peut-être faudrait-il regarder de plus près la situation d'un certain nombre d'associations. Est-ce qu'elles se freinent ou est-ce que vraiment elles n'ont pas besoin de davantage de subventions? C'est à voir. Quant à la subvention du CCAS, elle n'augmentera pas en 2021 et sera revue à l'analyse des résultats de 2020. Il faut rappeler que cette subvention avait baissé en 2019, ce contre quoi nous nous étions élevés à l'époque. Et il faut rappeler aussi qu'une dotation exceptionnelle a été nécessaire en octobre 2020, une dotation de 50 000 euros. Et donc, il nous semble que la dotation au CCAS n'est peut-être pas suffisante. Voilà qui confirme en tout cas la réalité de la baisse de subventions en direction des plus défavorisés de nos concitoyens
car le budget alloué au CCAS reflète aussi son organisation certainement, mais aussi le niveau de son intervention. Alors j'en viens maintenant à la partie investissement. Donc en matière d'investissement, les dépenses par opération annoncées représentent environ 2,7 millions d'euros en dehors de l'opération Cœur de Ville et de dépenses de voirie de 255 kilos euros. Il s'agit essentiellement de frais d'études et de marchés de maîtrise d'œuvre. On peut cependant regretter qu'aucune approche financière de ces opérations ne soit présentée dans le document de préparation au débat, ni même d'ailleurs dans l'exposé oral. Aucun montant prévisionnel des opérations pour lesquelles un marché de maîtrise d'œuvre est inscrit n'est évoqué, que ce soit le boulodrome, la halle sportive, la médiathèque, etc. Or, le coût, par exemple, d'une halle sportive peut varier dans de très grandes proportions selon le projet. Ça peut aller de 1 à 2 à 3 millions, pourquoi pas. Et donc, il est important de savoir vers quoi on se dirige, même si on n'a pas de détails, bien sûr. Celui de la médiathèque installée dans la maison Saint-Roch, où un chiffre avait été donné il y a quelque temps, est-il toujours valable? Est-il en réduction? En tout cas, c'est une opération qui devrait être importante. De plus, le montant des investissements gelés ou retardés n'est pas mentionné non plus, ce qui rend toute analyse très difficile et pourrait peut-être mener, si on y prend garde, à un emprunt plus important dans les années à venir. En matière d'endettement, aucun emprunt n'est prévu en 2020, ce qui mécaniquement fait diminuer l'encours de la dette, et c'est une bonne chose bien sûr. Pour 2021, un emprunt de 2,1 millions d'euros est envisagé, conduisant à un encours de la dette, vous l'avez dit, de 7,8 millions d'euros, soit une dette par habitant de 840 euros, ce qui est plus ou moins la moyenne de la strate. Le programme annoncé pour les années suivantes, halles sportives, médiathèque, fin du cœur de ville, il y a encore des étapes à franchir, nouveaux stades, etc., méritera d'être adapté afin d'éviter l'explosion de la dette et il faut vraiment être très attentif là-dessus. Les priorités en matière d'investissement, si nous ne sommes pas favorables à l'installation de nouvelles caméras, en revanche, nous pouvons être d'accord sur un certain nombre d'opérations prévues, telles que la restauration de l'église, qui va être lancée, et ça c'est une très bonne chose, le budget participatif, la création d'une halle des sports et bien entendu la création de nombreux logements sociaux. Mais nous pensons aussi que d'autres priorités pourraient se dégager. Une qui nous tenait particulièrement à cœur est la création d'une halle modulable dans le centre du bourg qui répondrait à différents objectifs tels que le besoin d'un lieu public de rencontre, que ce soit pour les ados, pour les personnes âgées, la possibilité d'accueillir une partie du marché, la mise à disposition des associations et des écoles d'un nouveau lieu abrité et ouvert avec accès à l'eau, à l'électricité. D'offrir aux manifestations traditionnelles une infrastructure facilement utilisable, que ce soit pour un bal, pour la fête votive, pour le 14 juillet, etc. Et de permettre aussi des actions innovantes. Je pense à du théâtre, par exemple, du cinéma, des concerts. Il existe donc de très bons exemples de halles modulables qui sont un peu utilisées avec tous ces objectifs et qui fonctionnent très bien. Et il est vrai que l'opération Cœur de Ville peut être l'occasion d'ajouter quelque chose d'important dans le centre du bourg. Nous proposions aussi une maison des associations assortie d'un lieu de convivialité et qui pourrait se trouver dans la maison Saint-Roch. Et contrairement à une médiathèque, ne demanderait pas des investissements forcément démesurés. Un café citoyen aussi, pourquoi pas, on pensait à l'époque à l'ancien office du tourisme, à voir. Ces trois opérations, c'est des exemples, étant en complément du projet Cœur de Ville, sont parfaitement d'actualité et permettraient surtout de faire revivre le centre du bourg qui en a cruellement besoin. Et je crois que c'est un objectif recherché par tous. Le bourg s'embellit, maintenant il faut le faire vivre. Et c'est vrai qu'une halle, ça peut être un élément important pour le faire vivre. Enfin, en ce qui concerne la médiathèque, nous sommes conscients de l'urgence d'un tel projet, mais nous pensons qu'il doit se mûrir aussi dans un cadre de réflexion intercommunale
et comme cela existe d'ailleurs dans d'autres intercommunalités, et que c'est un élément important aussi pour faire vivre une médiathèque de façon active. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci. Alors, je ne répondrai pas à tous les points, je vous prie de m'en excuser, mais je vous remercie de votre commentaire assez complet. En ce qui concerne les graphiques, je voulais juste rappeler, si vous voulez, que nous ne sommes pas dans une présentation budgétaire. On est dans une présentation, c'est un débat d'orientation budgétaire. Et donc, c'est à l'occasion du budget qu'on pourra montrer les évolutions graphiques de ce qui a été réalisé, du comparatif avec les années précédentes. Et bien évidemment, vous aurez droit à l'ensemble de ces tableaux comme nous l'avons présenté l'année dernière. Alors, vous suggérez, si vous voulez, vous dites deux choses. Et c'est là qu'est la difficulté de la gestion, Monsieur Tatarenko, mais je pense que vous en êtes tout à fait conscient. C'est-à-dire qu'en même temps, vous attirez l'attention sur des risques d'investissement qui feraient appel obligatoirement recours à l'emprunt, et en même temps, vous en rajoutez une petite louche en disant la création de la halle, la maison des associations, etc. Bon. Alors bien sûr que ces idées que vous venez de développer sont tout à fait intéressantes, hein, donc je les prends en compte, hein, mais à un moment, il va falloir arbitrer. Voilà. Et en ce qui concerne la médiathèque intercommunale, l'intercommunalité n'a pas décidé de faire une médiathèque au niveau intercommunal. Donc, voilà, et nous ne sommes pas seuls à décider au sein de l'intercommunalité, mais c'est la décision qui a été prise. Bon, je voulais vraiment vous rassurer, Monsieur Tatarenko, c'est peut-être un peu de politique que vous faites, encore que ça m'étonne de vous, hein, au niveau du CCAS. S'il y a quelque chose que nous avons privilégié sur l'exercice 2020, c'est vraiment l'accompagnement de toutes les personnes seules, des personnes âgées, des personnes en difficulté. Et nous nous sommes tous, je dirais tous, investis de façon importante pour accompagner le CCAS et même compléter les effectifs lorsque ceux-ci étaient insuffisants au cœur de la crise du Covid. Donc, je peux vous dire en totale sérénité, Monsieur Tatarenko, que ce qui a été fait au CCAS sur l'exercice 2020 n'a jamais été fait historiquement. Jamais. Jamais. Et donc, je peux vous affirmer ça. Et j'ai rencontré un certain nombre d'autres CCAS qui, devant la crise du Covid, n'ont pas assuré les mêmes services. Or, nous, les agents, sont restés présents pendant toute la crise du Covid. Donc voilà, donc je veux vraiment vous rassurer, ça fait partie de nos problématiques et ne regardez pas vous parlez de chiffres. Bon, par exemple, vous dites on a été obligé d'augmenter la subvention, mais vous le savez très bien, la subvention a été augmentée sur l'exercice passé parce que le département a changé son système de gestion et a eu une carence du versement de sa subvention pour 2 mois. Donc, c'est simplement pour suppléer cette carence de trésorerie du département, mais ceci va se retrouver sur l'exercice suivant, que la commune a augmenté de 50 000 € sa dotation, mais pas pour d'autres raisons. Donc voilà, donc soyez rassurés, on n'a jamais développé autant de services complémentaires aux services traditionnels, mais peut-être qu'il faudrait que vous veniez au CCAS et qu'on vous montre ce que nous faisons. Madame Sampéré assiste au conseil d'administration de façon fidèle et elle devrait pouvoir vous dire exactement tout ce qui est fait au niveau du CCAS. Donc voilà ce que je voulais vous apporter comme réponse pour vous rassurer. Je vous en prie. Vous avez la parole. Oui, non, simplement sur ce dernier point, je voudrais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je veux dire, je salue fortement le travail qui est fait au CCAS. Ayant été élu dans un CCAS pendant de nombreuses années, je sais que c'est un travail difficile, pas toujours valorisant et qui demande beaucoup d'abnégation. Et là, j'en profite pour saluer effectivement le travail qui est fait. Simplement, Merci ce bien. que je voulais dire, c'est qu'en mettant un peu plus de budget dans le CCAS, on peut aussi peut-être faire d'autres actions qui
qui aille dans le sens de la vocation du CCAS. Voilà, c'est tout. Mais je tiens encore à saluer tout le travail qui est fait, qui est remarquable. Merci. Merci bien. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Sandra Galtieri. Oui, monsieur le maire, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais en fait profiter de ce débat d'orientation qui est véritablement un lieu d'échange au profit de notre commune. Voilà, j'ai pris avec beaucoup d'attention tous les projets qui ont été proposés. Je souhaitais rebondir sur un volet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est le volet économique et qui en fait s'inscrit dans l'aménagement du cœur de ville, qui vont être sur les deuxième et troisième tranches sur l'aménagement. Un sujet qui n'est pas véritablement abordé, qui est la relance économique. Comme vous l'avez précisé en préambule de ce débat, nous avons traversé sur l'année 2020 une tourmente économique sans précédent, où en fait des entreprises ont baissé leur rideau, ou des entreprises sont totalement en survie. Tout à l'heure, vous parliez de personnes en difficulté. Ben là, c'est véritablement nos commerces de proximité qui sont les poumons économiques de notre village qui sont à l'agonie. Et j'aurais aimé en fait vous soumettre une priorité à initier dans ce débat d'orientation, qui serait en fait d'engager des actions qui ont été proposées dans votre programme rapidement sur l'année 2020, sachant que je ne connais pas votre rétro-planning sur vos missions prioritaires, et c'était donc déjà pour en débattre avec vous, savoir véritablement sur la redynamisation du centre-ville, quelles sont les actions qui vont être prévues sur ce sujet, couplé en fait à l'aménagement du cœur de ville, savoir si ces actions vont être un petit peu mises sur le devant de la scène pour accompagner nos commerçants et artisans sur cette relance économique. Et véritablement, vous travaillez aujourd'hui sur l'embellissement. Donc voilà, c'est véritablement une priorité. On travaille sur un écrin, mais dans l'écrin, qu'est-ce qu'on va y mettre? Et aujourd'hui, je pense qu'on travaille sur la priorité de travailler sur un fonds. Et un fonds, c'est autant la sauvegarde de nos commerçants existants, mais c'est également permettre à d'autres investisseurs, à d'autres entrepreneurs de pouvoir regagner notre village, notre ville, pour créer de la richesse économique. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour l'attention que vous portez à notre demande et je suis tout oui. Oui, merci, et vous avez raison de souligner, je dirais, ce danger majeur au niveau de la santé économique des entreprises. Bon, je tiens à dire d'abord que pour ce qui concerne la commune, chaque fois que ceci était de notre compétence et en notre pouvoir, nous avons pu alléger un certain nombre de charges au niveau des entreprises et notamment des commerces. Ça concerne notamment la TLPE dont nous avons, et vous avez voté une exonération. Bon, en ce qui concerne l'aide, je suis intervenu, je dirais, de façon, j'ai pris l'initiative de demander au bureau du conseil communautaire de créer un fonds spécial de façon à aider les entreprises à hauteur de leur taxe CVE. Donc ce fonds va être voté en début d'année 2021 de façon à ce que les entreprises, alors avec des critères bien évidemment, hein, des entreprises qui ont eu des baisses de chiffre d'affaires, etc. Et tous les, je dirais, registres du commerce ne seront pas traités puisque dans la crise, vous savez que certaines entreprises se portent très bien et beaucoup mieux même, mais d'autres au contraire souffrent. Et donc nous aurons un fonds qui va être très ciblé et la dotation qui va être votée sera de 150 000 €. Et donc, c'est vraiment à mon initiative que le bureau s'est prononcé favorablement et que ceci est en train d'être mis en route. Pour ce qui concerne la redynamisation et l'accueil des entreprises, eh bien, nous nous en occupons ardemment. Donc, c'est Christian Royer qui est en charge de cette mission et globalement, je peux dire qu'il ne se passe pas de semaine sans qu'il ait un contact avec un porteur de projet. Nous faisons rencontrer les propriétaires, nous regardons comment les choses peuvent se dérouler.
Nous nous battons pour éviter que le cœur de ville devienne que du logement, hein, bien évidemment, pour que les commerces restent dynamiques et que, notamment, sur les loyers en début d'activité, les propriétaires puissent faire les efforts qui permettent aux entreprises de se développer plus sereinement. Et donc, vous avez vu qu'il y a déjà 1 ou 2 activités et d'autres en perspective qui vont se redévelopper au cœur de ville. Donc, ça sera un travail de longue haleine, hein, c'est pas en claquant du doigt, c'est évident. C'est en étant présent et c'est ce que nous faisons. Mais je vous remercie de votre question parfaitement justifiée. Oui, Sandra Galtieri. Je vous remercie pour ces éléments de réponse. Mon intervention était nullement hein, de pointer je n'étais pas là pour dire qu'il n'y avait aucune action de mise en place. C'est vrai que du coup, sur les débats d'orientation, ce point économique n'était pas véritablement mis en exergue au vu de l'urgence que nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de vous poser toutes ces questions-là. Et écoutez, j'encourage véritablement le travail que vous initiez pour le tissu économique de notre commune. Merci. Juste, je vous rajoute un petit point d'information, c'est que la compétence économique n'est pas de la compétence de la commune. Par exemple, même si on en avait les moyens, on ne peut pas décider de mettre en place un fonds et d'aller verser des sommes aux entreprises pour les aider, car on serait retoqué par la préfecture, puisque cette compétence est d'abord de la région qui la délègue aux EPCI, donc aux intercommunalités. Donc voilà. Oui, j'en ai bien conscience, monsieur le maire. Après, c'est aussi en fait une politique, c'est une vision que nous partageons aussi nous en tant qu'élus. Et c'est cette vision que je souhaitais partager ce soir. D'accord, merci bien. Très Merci. bien. Il y a d'autres interventions. Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Je vous ai donné la parole, Madame Agoguet. On ne vous entend pas, Madame Agoguet. Oui, merci. Ah, ça y est. Donc, ce soir, il s'agit donc de débattre. Vous m'entendez? Parce que souvent, ça coupe. Oui, merci. Maintenant, on vous entend. Donc, ce soir, de débattre des orientations de votre 2021. Oui, ce problème, c'est que j'ai une mauvaise. Donc, il s'agit ce soir de débattre de votre premier budget. Je suis désolée, j'ai une mauvaise connexion. Vous m'entendez? Allô? On vous entend. Essayez m'entendez de parler peut-être plus Ah, d'accord. lentement. Donc, Voilà. D'accord. Donc, il s'agit ce soir de débattre des orientations de votre budget 2021, le premier de cette nouvelle mandature. On a noté effectivement des modifications sur la forme du. On ne vous entend pas. On ne vous entend plus. Non, Madame Agoguet, on ne vous entend plus. Documents. Serge en a déjà parlé concernant le manque de schémas qui étaient auparavant dans les débats, enfin dans les documents en tout cas. Bref, mais le document connaît aussi en tout cas votre option de. Ah oui, je sais. Est-ce que Chantal a mon texte, est-ce qu'elle veut le dire? Oui, ça c'est un peu la limite de la chose hein, quand même. Hein. Madame Sampéré, si vous voulez Vous m'entendez? lire le document de Madame Agoguet, c'est ce qu'elle vous a Allô? demandé. Oui, on a entendu que vous déléguiez à Chantal Sampéré. Oui. Merci. Super. Oui, Madame Sampéré. Je vais lire le document. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend très bien, Madame. Je me mets en place, je récupère le dossier. Attendez. Allez. Donc, je pense que vous avez compris que par rapport aux documents qui nous ont été remis, il y avait une demande par rapport à ce que les tableaux soient plus détaillés. Entre autres, pour l'avenant pour la maison Ribéry. Vous m'entendez? Allô? Madame Sampéré, on vous entend très bien.
Bon, tant mieux. Donc, par rapport à l'avenant de la maison Ribéry, l'avenant pour la maison des médecins, ainsi que l'avenant pour les terrains couverts, les tennis couverts. Alors, je vous On le est lis dans au le fur et à doc, mesure, là. hein, je suis désolée. Madame Sampéré, Oui, Madame Sampéré, je vous interromps parce que nous sommes passés au débat d'orientation budgétaire. On n'est plus dans les décisions du maire. pardon. Parce que je lis le document en même temps, voilà. Excusez-moi. Hein. Alors, il s'agit ce soir de débattre des orientations de votre budget 2021, le premier de cette nouvelle mandature. Si on relève des modifications dans la forme avec un document décidément peu avenant, privé de ses tableaux et schémas explicatifs, le fond connaît également quelques transformations, puisqu'il a été cette année complété d'un volet de prise en compte de l'environnement. Est-ce un effet des nouveaux membres de votre équipe qui ont su vous ramener à la raison quand vous vous êtes appliqué dans le cadre de votre premier mandat à démonter toutes les avancées faites en matière de développement durable sur votre territoire, à moins que vous ayez enfin entendu l'appel d'une partie de vos concitoyens à prendre en compte l'environnement dans chacune de vos démarches. Et j'ajouterai sans doute à des fins électoralistes. Mais peu importe. Et quoi qu'il en soit, nous sommes fiers que les partisans de l'écologie aient réussi à vous faire entendre raison. Enfin, on l'espère. Donc, nous restons vigilants sur la réalisation de vos intentions. Et pour commencer, parlons du label API que vous avez sollicité. J'aimerais rappeler ici que nous avons au Thor, Auvinières, plus précisément, une station d'analyse de l'air gérée par le dispositif Atmosud. Un dispositif qui a permis de révéler que notre territoire est le plus impacté du département par les pesticides, dont 35 molécules ont été détectées dans l'air que nous respirons. Dans ces conditions, comment obtenir un label API? Que comptez-vous entreprendre avec les agriculteurs pour parvenir à un territoire réellement happy? Bon, happy pour les abeilles, hein, mais aussi pour les individus, une réelle politique environnementale et pas un cautère sur une jambe de bois pour faire joli dans le paysage de l'écho du beffroi et destiné à verdir votre politique. Concernant la restauration fournie par la cuisine centrale, vous avez, durant votre précédent mandat ruiné le travail qui vous avait été fait pour l'introduction de l'alimentation bio dans les menus. Aujourd'hui, malgré vos grandes déclarations sur le manger local, aucun produit local ne figure au menu des cantines scolaires ou de l'EHPAD. Pourtant, vous vous étiez engagé il y a 2 ans à grand renfort de communication, même dans l'écho du beffroi déjà évoqué, à travailler sur la plateforme départementale agro-local 84. Depuis, je guette régulièrement les menus pour voir apparaître le logo vert de AgriLocal, mais rien, pas une fois je ne l'ai vu. Alors, pendant que vous dites que vous vous positionnez en pédagogue vis-à-vis des taurois sans déclaration incantatoire et abstraite, je trouve ça inquiétant pour l'évolution des pratiques et aussi pour notre plan de climat, air, énergie territoriale, dont vous dites que vous inscrivez votre action dans le cadre de ce programme, qui, soit dit en passant, n'a toujours pas été approuvé. Vos propos sont désopilants, c'est vexant pour les taurois à qui vous entendez servir de la soupe, mais qui ont manifestement une culture plus fine et exigeante dans l'écologie et les bonnes pratiques. Vous voudrez bien veiller à ne pas les traiter avec mépris ni condescendance. Au sujet du budget participatif, vous nous avez menti lors du dernier conseil municipal, quand vous nous annonciez que tous les taurois pourraient être candidats au comité de pilotage, car aucune information n'a été dispensée aux taurois pour leur permettre de candidater à
alors que la presse annonçait la semaine dernière la création du comité avec à l'appui une photo de ses membres. La vocation démocratique de ce projet est bien mal partie. Pour ce qui est de l'examen des projets, je voudrais revenir sur la halle sportive et déplorer qu'elle soit encore reportée. 2021 ne verra que la réalisation des études, alors que les 2 cours de tennis couverts sont déjà sortis de terre. C'était pourtant un projet antérieur au terrain de tennis couvert. On déplore cet investissement des priorités car la halle sportive était destinée à plusieurs associations sportives du Thor, car les tennis ne concernent que 200 adhérents, dont certains ne sont même pas taurois. Enfin, pouvez-vous nous éclairer sur les prochaines réalisations de logements sociaux, des précisions peut-être concernant les anciens foyers logements qui vont être démolis? Combien de logements vont être réalisés pour une livraison prévue quand? Est-ce que le bilan triennal des logements sociaux a été réalisé sur notre commune? Le dernier portait sur les années 2014 et 2017. Il avait conduit le préfet à prendre un arrêté de carence en décembre 2017. Donc aujourd'hui, le bilan a-t-il été réalisé pour 2018, 2019 et 2020? Et le cas échéant, sommes-nous sortis de la carence? On ne lit rien concernant la rénovation de la mairie qui connaît des problèmes de structure. Est-ce qu'il n'y a rien de prévu à ce sujet? Merci de vos éclairages. Alors, dans la foulée, je voudrais vous parler du CCAS. Et j'avais une interrogation par rapport, il a été indiqué que les services avaient été mutualisés, DG, ressources humaines et finances, et que parallèlement, vous aviez intégré une coordinatrice ainsi qu'un agent administratif. Mais par contre, qu'en est-il de la direction du CCAS, proprement dit? Est-ce que l'absence d'un cadre A spécialisé dans le social et qui, de par sa formation, pourrait impulser une réflexion ainsi que de l'innovation en matière d'intervention sociale? C'est l'impression qu'il y a, c'est peut-être que… Alors, pour revenir, donc c'est pour faire l'analyse des besoins sociaux. Est-ce qu'ils sont faits sur le Thor? Et quelles sont les orientations politiques en fonction des résultats de l'ADS? Voilà. Ah, aussi, donc c'était quel est le rôle et le temps de disposition, de disponibilité du DGS? Je fais en fait des chiffres, car le rôle du CCAS est essentiel à la commune. J'en suis, mais alors, complètement convaincue. Voilà. Alors, ok, merci. Donc, vous avez lu, Madame Sampéré, le texte rédigé par Madame Agoguet, si j'ai bien compris, hein, c'est ça. Donc, nous vous remercions. Alors, si vous voulez, je ne peux pas répondre pied à pied parce que ça transpirait tellement, si vous voulez, la politique, un peu ringarde, un peu revancharde, un peu… Donc, je ne veux pas rentrer, si vous voulez, dans cette réponse pied à pied qui finalement n'amènerait rien au débat. Rien au débat. Donc, en ce qui concerne le CCAS, je vous informe qu'en tant que membre du conseil d'administration du CCAS, et j'ai tenu à souligner que vous êtes une fidèle participante, vous avez tout à fait la possibilité de poser toutes les questions que vous nous avez posées là. Il n'y a aucune difficulté. En ce qui concerne la répartition du temps de travail de la DGS entre la commune et le CCAS, en ce qui concerne d'autres types de fonctions. Donc voilà, c'est pas parce que c'est pas inscrit à l'ordre du jour, il y a toujours des points divers et vous avez toute la capacité à vous exprimer et à poser des questions à ce moment-là. Donc voilà, donc je vous précise.
Simplement que le CCAS est bien géré, que le temps de répartition de la DGS entre la commune et le CCAS est fonction des dossiers qui apparaissent dans l'un et dans l'autre, et qu'aujourd'hui, les choses fonctionnent bien. Et qu'il vaut mieux avoir un système bien géré et que les économies faites aillent directement sur les actions envers les bénéficiaires plutôt qu'envers la structure. C'est vraiment ma philosophie et c'est celle que nous avons mis en place. Donc voilà ce que je voulais vous répondre. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur, Madame Champéret veut reprendre la parole et après Monsieur Mathieu. Juste pour dire que je pense pas que c'était un texte qui était revanchard. Non, je pense que quelque part, il y avait des explications et des demandes, enfin, mettre le point sur certaines problématiques comme les cantines, le bio et aussi, voilà. Très bien. Monsieur Mathieu? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous épargner une relecture, je dirais, d'un programme électoral de campagne. Hein. Donc, je vais faire plutôt relativement court. Monsieur le maire, vous avez exprimé dans l'introduction de ce DOB le contexte actuel, le contexte sanitaire, cette crise sanitaire qui a impacté, je dirais, notre pays et aussi on va dire le monde. Donc, derrière cela, pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'on parle de crise sanitaire, mais c'est la crise économique et la crise sociale qui arrivent. Donc, et c'est pas dans 3 mois, dans 4 mois, c'est dans quelques semaines. Donc, une fois que les fêtes seront passées, on va parler certainement d'autre chose. C'est pas pour être un oiseau de mauvais augure, mais la situation est relativement grave. Et je parle pas du sanitaire, parce que le Covid aura fait du mal, aura fait des décès, bien évidemment, mais c'est pas ça qui va faire le plus de décès. C'est ce qui va arriver derrière. L'économie va être très, très mal. Donc, moi, ce que je regrette réellement, c'est comme vous le dites dans votre DOB, c'est que vous avez pris conscience du contexte, mais par contre, au niveau des projets, ça bouge quasiment pas. On est toujours sur le même type de projet, sur de la structure. Structure, pour moi, on oublie l'humain là-dedans, parce qu'il va y avoir besoin réellement de secourir l'humain, parce que la situation actuelle va être très, très compliquée. Donc, comme je vous le dis, c'est pas pour être négatif, hein, c'est ce qui va arriver derrière. Donc, je pense que j'ai entendu le mot prudence, vigilance et réactivité. Je pense qu'on aurait plutôt dû utiliser le mot anticipation et revoir réellement les projets. Parce que bon, de toute façon, je faisais partie de votre équipe il y a quelques temps en arrière. Les projets, je les connais, hein, et qui sont en place et qui vont être mis en place. Je pense qu'il y avait besoin de faire une relecture complète des projets pour qu'on puisse anticiper ce qui va se passer. J'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure concernant les entreprises. Les entreprises, vous parlez de la taxe. On n'a pas exonéré la taxe pour la publicité, on n'a fait que 15% dessus. Pour moi, c'est très minime. On aurait dû l'exonérer totalement de cette taxe les entreprises qui allaient être en difficulté. Donc, c'est pas vraiment un soutien, c'est simplement faire semblant de faire un soutien de 15%. Que vous dire de plus? La situation est difficile, donc les projets sont quasiment maintenus. Donc, c'est fortement regrettable qu'il n'y ait pas un peu plus de travail sur le fond que sur la forme. Pour moi, je vois que de la forme, je vois pas de fond. D'ailleurs, Sandra Galtieri tout à l'heure en a parlé. Je pense qu'on n'anticipe pas suffisamment ce qui va arriver derrière. Donc, on continue sur des projets structurants, mais je dirais matériels. C'est pas ça dont on a besoin maintenant. C'est d'autres choses avec ce qui va arriver. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci de votre écoute. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Clôturer ce dernier point. Donc, si personne d'autre veut intervenir, nous allons procéder au vote sur la prise en compte du débat d'orientation budgétaire. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? 1, 2, 3, 4. Ma caméra n'était pas activée, moi je vote contre, hein, parce que vous ne répondez pas. D'accord, donc il vaut mieux activer la caméra. Donc baissez le bras, Sandra, s'il vous plaît. Baissez votre bras, voilà. Y a-t-il des oppositions?
une opposition, 2 oppositions. Des abstentions, 1, 2, 3, 4 abstentions. Donc avec le pouvoir, ça fait 5. 5 abstentions et 2 oppositions, donc adopté à la majorité. Je vous remercie. Nous sommes à l'issue de ce conseil municipal. Je rappelle que le prochain conseil municipal, si vous pouvez le mettre, Sénat, aura lieu à la fin du mois de janvier, qui sera notamment consacré au budget, avec tous les tableaux afférents. Voilà. Le 26 janvier. Le 26 janvier, et puis la slide suivante vous donne les programmations de tous les conseils municipaux de l'exercice 2021. On verra bien dans quelles conditions nous les faisons. Permettez-moi de vous souhaiter à tous de passer de bonnes fêtes de Noël, du repos pour ceux qui peuvent le prendre, et de bonnes fêtes familiales, tout en vous protégeant. Je vous informe qu'il y a un autour de notre table qui a le Covid. Ça se passe bien, c'est pas trop sévère, mais il a quand même le Covid. Donc, on a un conseiller municipal qui a été atteint. Donc, protégez-vous bien et je vous remercie. Bonne soirée à tous.